Et pour cette addition, eh bien, nous serons deux à mener avec Richard de 16 et puis nous recevons Vincent Varlet. Bonjour monsieur. Alors Vincent Oui, Varlet, vous êtes médecin, vous êtes chercheur, vous êtes patient, voilà, vous êtes quelqu'un qui a commencé avec une formation d'urgentiste. Vous avez passé 12 ans au SAMU et en parlant de cette émission, nous nous sommes dit, tiens, au fait, euh, en 12 ans de SAMU, j'ai déjà vu des suicidés ratés et quand un suicidé était raté, on essayait de le récupérer, on essayait de le ranimer. Avec la nouvelle loi, est-ce que les sauveteurs qui vont essayer de rattraper quelqu'un qui s'est jeté du haut d'un toit ou sous un train vont être hors la loi? Est-ce qu'on a le droit de sauver la vie des gens? En tout cas, on pourrait se poser la question, serons-nous dans un délit d'entrave, mais pas seulement les médecins, le policier, le pompier, qui peut-être est appelé en amont de quelqu'un qui s'est jeté d'un toit, comme vous le dites, ou sous un métro. On entend en tout cas les gens dans le train, parfois incident voyageur, on sait ce que cela veut dire, c'est quelqu'un qui s'est jeté. Donc on va attendre que la personne soit vraiment découpée pour qu'elle puisse mourir, ou est-ce qu'on va lui porter secours au risque de se faire attaquer? Est-ce que le médecin, dans son ambulance du SAMU, ou le réanimateur, va avoir le droit d'être finalement avec cette entrave, puisque la personne a demandé le droit à se suicider? C'est un déni de réalité, en fait. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde l'ensemble de ces amendements refusés qui essayaient de mettre des garde-fous, on est loin de la pratique. Alors, on est loin de beaucoup de choses, hein, de, de la dignité humaine, c'est une rupture médicale, c'est une rupture de définition, et évidemment, bien sûr, morale. Mais en tout cas, sur le plan du terrain, cela va être inapplicable. En tout cas, je suis heureux de ne plus pouvoir être dans une ambulance parce que sinon on pourrait se poser des questions. Faudra-t-il aider la souffrance des gens qui ont eu envie de se suicider? D'ailleurs, nous ne saurons même pas si c'est un accident ou si c'est un suicide. Vous vous rendez compte de la situation? On marche sur la tête. Parce qu'effectivement, comme on n'est pas certain que ce ne soit un suicide, du coup, on sera euh, presque paralysé avant d'intervenir, ne sachant pas dans quelle mesure on ne va pas être judiciairement pénalisé ensuite, une fois que la vie aura été sauvée, malgré l'intention qu'on ne pouvait pas présupposer de la personne. Et Bah, il y a dans cette loi euthanasie, évidemment, tout un tas d'autres questions. Et ce qui est intéressant, c'est à partir de cet exemple de remonter aux principes. Quels sont ceux qui, en tant que, une fois de plus, médecin, chercheur, patient, vous choquent le plus? bah, je pense que d'abord, la première des choses, c'est que nous avons été formés et on a probablement choisi cette profession, et j'inclus l'ensemble des soignants parce qu'il y a eu beaucoup de mépris d'ailleurs dans le texte qui est proposé, puisqu'on va exclure les paramédicaux. Euh, cette rupture, cette première rupture, pour moi, c'est soigner, c'est pas tuer. Alors bien évidemment, depuis les lois Neuwirth et Leonetti, on a essayé de rapporter beaucoup de dignité, c'était très bien, puisque on avait probablement un développement dans nos sociétés qui était pas assez développé autour du palliatif. Je rappelle que les deux premières lois de Neuwirth, c'est 1995 et 1999, qui d'ailleurs écrivaient d'ores et déjà le fait qu'il fallait qu'il y ait des centres palliatifs. Nous en sommes loin, nous en sommes très très loin. Ensuite, Kouchner en 2002 a rajouté de la dignité, très bien. Et puis ensuite, les lois Leonetti, votées d'ailleurs à l'unanimité en 2005 et en 2016, ont rajouté beaucoup de précisions sur la réduction de la souffrance, parce que c'était important. Il fallait être loin de ce qu'on appelait l'obstination déraisonnable, c'est le terme qui est appliqué et qui est employé. Mais l'enjeu, c'était la qualité de vie, c'est-à-dire c'est apporter de l'aide à ceux qui souffrent. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que lorsque l'on prend en charge correctement la douleur des gens qui souffrent, dans leur corps ou dans leur âme, ou les deux, en fait, et qui demandent d'ailleurs la mort, c'est prouvé. Il y en a 4 sur 5 qui, de toute manière,
alors qu'ils étaient demandeurs, changent d'avis parce que finalement, ils ont été pris en charge correctement. Il y a plein de moyens aujourd'hui. Nous avions un dispositif qui était extrêmement bien défini, qui était extrêmement clair pour l'ensemble des soignants, sauf que probablement on a voulu aussi faire des économies parce que finalement, des centres de soins palliatifs, c'est cher et c'est compliqué à mettre en place. Et ce qui fait que les lois donc, que vous nous citiez, depuis celles du XXe siècle, avec les lois Neuwirth, qui mettent en avant le développement des soins palliatifs, on aboutit aujourd'hui à une France où il y a des dizaines de départements où on ne peut pas avoir accès à ces soins palliatifs. Et on aboutit aujourd'hui à une loi où on décide que finalement, le suicide assisté sera une meilleure solution pour traiter ces fins de vie. Oui, parce que en fait, je pense qu'il faut faire une différence entre vouloir mourir et parce qu'on est proche d'une fin imminente, avec un pronostic vital qui est en jeu, qui est irréversible, qui est inévitable et qui est insupportable. Voilà. Alors que là, on est sur le disposer de sa mort et provoquer un suicide. On est vraiment à l'opposé de tout ce qui est finalement même dans les sociétés morales j'allais dire, et même en dehors de la religion. Le tu ne tueras point est humain, pas seulement religieux. Donc la société aujourd'hui ne prend plus soin des plus fragiles et ou même peut-être, je vais être un peu cynique, des plus coûteux peut-être. C'est peut-être un élément qu'on a peut-être oublié dans l'équation. Alors, des plus coûteux, en parlant, vous me faisiez remarquer que, par exemple, il y a des thérapies géniques qui aujourd'hui permettent de sauver des nourrissons et qui auparavant étaient condamnés à des maladies longues et horribles. Si je vous laisse développer Et, et- le nom de la et- et- maladie exacte. oui, oui, bah, ce sont des pathologies qui sont des pathologies neuromusculaires. Donc l'exemple que je vous donnais, c'est la myotrophie spinale. Ce sont des enfants qui, à cause d'un trouble génétique, mouraient avant 2 ans, dans des souffrances qui étaient évidemment horribles. Euh, il y a aujourd'hui une thérapie génique qui, en une seule injection, certes coûteuse, mais permet d'être guéri ad vitam aeternam. Il faut la faire le plus tôt possible et d'ailleurs, des associations de patients se sont battues pour qu'il puisse y avoir des dépistages à la naissance. Vous savez, depuis fort longtemps, on fait ce qu'on appelait avant le test de Guthrie sur un petit buvard. Ça permettait de tester un certain nombre de choses. Maintenant, on teste beaucoup de pathologies dès la salle d'accouchement. Depuis peu de temps, certains départements, certaines régions sont en département témoin, test. Là, je lisais qu'on avait sur 160 000 naissances découvert qu'il y avait 16 enfants qui avaient cette pathologie, qui est évidemment mortelle, connue comme mortelle. On en a traité 11 immédiatement, et peut-être que je ne sais pas ce qu'il en a des 5 autres, mais en tout cas, ça va être 16 personnes qui sont sauvées. Et C'est ces 11 extrêmement personnes cher. sont sauvées parce qu'on a testé 160 000 bébés. Mais pour Voilà. repartir sur cette financiarisation, en fait, il y a des gens qui expliquent que tester 160 000 enfants, alors que c'est des tests qui coûtent 10 euros, je crois, ça coûte en fait Oui. très cher. Bah oui, parce que finalement, c'est peut-être pas les mêmes lignes de budget selon les départements, mais in fine, c'est l'objet de entre guillemets de l'État d'avoir cette vision un peu de hauteur, cette vision régalienne qui doit finalement prendre en charge l'intégralité sans savoir si c'est le budget du ministère, si c'est le budget de la Sécu, si c'est le budget de telle chose. En fait, aujourd'hui, le citoyen demande à avoir une prise en charge globale de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et donc, cette fin de vie qui est dans la dignité, elle n'est pas juste de prendre un pistolet ou une seringue pour pouvoir accéder à un moment de souffrance. Et Dieu sait si la souffrance peut être à nouveau morale ou physique peut être insupportable. Mais notre objectif, il est d'aider ces personnes et donc de mettre en place des systèmes, des centres palliatifs, de pouvoir donner un parcours de soins aux patients ou un parcours de fin de vie aux patients sans que ce soit un parcours du combattant. Et donc c'est bien plus simple aujourd'hui d'arriver à une solution qui est radicale, simple, peu chère
et qui nous transforme d'une société. Et ça n'existe aujourd'hui, cette forme, elle existe quasiment nulle part ailleurs. En Europe, nous franchissons un pas de géant, sauf qu'on s'engouffre au fond de l'abîme si l'ensemble de ces textes sont adoptés. Vincent Varlet, quand vous parlez de ces traitements, sur lesquels aujourd'hui, la médecine, travaille, ça devrait être, déjà une source d'espoir pour les gens. On n'en parle peut-être pas assez. Aujourd'hui, il y a aussi donc, ces centres de soins palliatifs qui ne sont pas assez développés, mais qui sont aussi donc, une alternative à creuser, pour, répondre à cette douleur que certains, patients, ressentent. Et là, on se retrouve face à une loi qui nous explique que finalement, l'euthanasie, se donner la mort, ça va être une solution comme une autre et peut-être même la plus simple, la moins douloureuse, la plus facile, et elle est mise au même plan et presque, on a l'impression parfois dans la bouche de certains, valorisée par rapport à des alternatives comme donc les soins palliatifs ou simplement la façon dont on pourrait accélérer certaines recherches, tester des médicaments. Il y a quelque chose de profondément choquant là-dedans, il y a une banalisation de la mort. Tout à fait. Alors, je dis pas qu'on va trouver, en quelques semaines, l'ensemble même des diagnostics, parce qu'il y a une errance diagnostique aujourd'hui qui est colossale, surtout sur des pathologies, qui sont rares. Mais on sait très bien qu'il y a des maladies évolutives qui vous emportent en quelques semaines, quelques mois. On va pas trouver, immédiatement, ces solutions. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir un certain nombre de choses. On n'a jamais fait autant de progrès, en particulier aussi avec, non seulement, ça a parfois du bon, l'intelligence artificielle qui permet d'accélérer un certain nombre de recherches. Alors ensuite, les développements coûtent horriblement cher, bien sûr, cela prend du temps parce que on pourrait quasiment faire une autre émission dessus. Le modèle de développement des thérapeutiques est trop long et probablement un peu ancien. On doit en tout cas protéger le patient pour pouvoir trouver des solutions. Mais en tout cas, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à l'annonce du diagnostic. Si vous me permettez, je vais juste vous donner un exemple. Il y a 7 ans, je marchais, je courais à peu près 120 kilomètres par mois. J'allais en montagne, je faisais du bateau, de la planche à voile, etc. Aujourd'hui, je suis dans une chaise roulante électrique. Et c'est-à-dire que j'ai passé des jours, des semaines, et encore aujourd'hui, je suis 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine avec des traitements intraveineux qui ne sont que palliatifs, parce que j'ai une pathologie neuromusculaire qui, lorsque l'on me l'a annoncé, même si je commençais en tant que médecin à me demander ce que j'avais et à avoir quelques doutes, au bout de, au bout de quelques instants, le diagnostic a été confirmé. J'aurais très bien pu me dire, OK, très bien, c'est une pathologie qui est, selon la définition, irréversible, inévitable, insupportable. Mais ma mort n'est pas imminente. Je peux mourir demain parce que je vais m'étouffer, parce que je ne peux plus respirer. Mais aujourd'hui, d'abord, j'ai été aidé par ma famille, j'ai été aidé par des confrères, et puis après, c'est aussi la capacité de pouvoir supporter ces épreuves. Il y en a qui peuvent le faire seuls, il y en a qui doivent se faire aider. J'aurais très bien pu, selon la loi aujourd'hui, dire à mes chers confrères, écoutez, c'est insupportable, avec tout ce que je faisais auparavant, toute la vie que je réalisais, que j'avais, c'est insupportable, je souhaite la mort. Demain, on peut me l'accepter sans aucun souci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je peux encore servir. D'ailleurs, je travaille. J'apporte ma contribution à un certain nombre de sujets qui, il me semble, participent au progrès médical. Vous voyez bien l'incohérence de ces propositions. Or, en fait, on peut très bien accepter qu'il y a des gens qui auraient besoin d'un soutien psychologique. Sauf que si vous le proposez, j'entendais la chef de service de soins palliatifs de l'Institut Curie l'autre jour qui disait je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais pouvoir proposer une aide psychologique à quelqu'un qui est dans un état comme celui-ci? Mmh. Bah, en fait, on va se poser des questions. Et
le fait de ne pas envisager la mort comme étant une option, ça peut aussi pousser certaines personnes touchées par la maladie à dire, bah voilà, donc de toute façon, que je le veuille ou non, la question ne se pose pas, il me reste du temps à vivre, que vais-je faire de ce temps à vivre? Et c'est là qu'effectivement l'État devrait se positionner et proposer des médecins, des psychologues qui peut leur faire comprendre qu'en fait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années de vie, en fait elles peuvent aussi être heureuses. Et vous nous le disiez, vous êtes encore engagés, vous passez encore des moments avec votre famille, votre vie ne s'est pas arrêtée à la maladie, elle est bousculée, elle est modifiée, mais tant que la mort ne se présente pas, il vous reste des choses à faire et vous n'êtes pas dans cette position de vous dire de toute façon, il ne me reste plus qu'à mourir. Bah oui, parce qu'en fait, c'est une vraie rupture de définition. Il y a une différence entre va mourir de veut mourir. Or, en fait, c'est là aujourd'hui qu'on n'a pas les mêmes qu'on n'a pas les mêmes définitions. Alors évidemment, notre objectif en tant que soignant est d'apporter de la qualité de vie. Et je dis pas que c'est évident aussi bien pour le patient que pour sa famille, parce que aussi tout le monde n'a pas forcément des conditions matérielles. Et c'est aussi justement à l'État de proposer des solutions, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on parle de 7 ou 10 millions d'aidants en France. Pourquoi il y a des aidants? Pourquoi, en fait, on montre que, surtout quand il y a des enfants, l'un des deux parents va quitter son travail, il va y avoir une paupérisation du cercle familial. C'est parce il n'y a pas les aides qui sont proposées pour pouvoir accompagner ce moment. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça serait quand même beaucoup plus intéressant de dire on va accompagner le patient dans sa souffrance et la famille dans ses difficultés. Mais je dis probablement, c'est en tout cas pour certains irréalisable ou économiquement dramatique. Et donc, c'est peut-être beaucoup plus simple de proposer quelque chose qui, pour moi de toute manière, va être complètement soumis à interprétation et ça va être une catastrophe au niveau du terrain. Vincent Varlet, ne parlons pas forcément de votre cas. Il y a dans la manière dont l'État pose un regard prétendument libre, égal et fraternel sur la mort, l'idée aussi que à partir du moment où on est malade, ou à partir du moment où on ne sert pas la communauté, et on ne sait même pas ce que ce service signifie, la vie est en quelque sorte diminuée, dégradée, d'une qualité inférieure. Et est-ce que c'est véritablement ce que vous ressentez quand vous en parlez avec vos collègues ou quand vous entendez le législateur exposer les motifs de la loi? D'abord, on ne le comprend pas, le législateur. Le législateur, je pense que ça aurait été intéressant qu'il fasse venir des professionnels de santé concernés, et peut-être pas forcément quelques dogmatiques qui ont peut-être des agendas personnels ou des vécus qui sont compliqués. C'est ça probablement qu'on aurait dû programmer. Moi, je vois pas comment aujourd'hui on peut, par exemple, ne pas mettre en place ne serait-ce que des protections pour les handicapés mentaux, c'est-à-dire que ce sont des amendements qui ont été rejetés, c'est-à-dire que, excusez-moi, mais il y en a certains qui pourraient dire, ça nous rappelle, entre guillemets, les plus heures les plus sombres de notre histoire, où on veut éliminer un certain nombre de gens. Je pense qu'en plus, et au-delà de l'aspect économique, parce que, excusez-moi, par exemple, moi je continue à travailler, je continue à cotiser. Bon, même si je coûte de l'argent malgré tout à la sécurité sociale avec mes traitements. Mais il y a probablement aussi d'autres personnes qui ont d'autres richesses à partager, ne serait-ce que justement dans cette acceptation ou dans ce que l'on appelle, nous, trucs et astuces, bonnes pratiques. Comment on fait aujourd'hui, et on voit bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux de patients ou les associations de patients, ce sont finalement les patients entre eux qui deviennent des patients experts et qui vont donner finalement les trucs et astuces pour pouvoir mieux accompagner l'ensemble des souffrances que l'on peut avoir dans le cercle familial. Donc ça, on l'oublie, on a oublié finalement beaucoup d'humanité que l'on demande dans les sociétés civilisées, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui fait peur aux soignants. Et ces associations de patients, on a l'impression qu'elles n'ont pas été entendues. Vous aviez souligné il y a un instant que le législateur n'avait pas forcément reçu toutes les bonnes personnes. Il a reçu des idéologues
et moins de personnes impliquées dans les soins palliatifs. On n'a pas l'impression qu'il a fait une enquête sur l'état de la recherche par rapport à ces maladies terribles qu'on met en avant, comme si la maladie de Charcot suffisait à elle seule à justifier qu'on puisse d'ici 10 ans euthanasier quiconque est juste dépressif. Et est-ce que les associations de patients ont été entendues par les législateurs, ou est-ce que voilà, c'est une espèce de vie parallèle, de vie sanitaire parallèle dans l'univers législatif? Bah, écoutez, moi j'ai l'impression en effet qu'il y en a certains qui vivent dans une vie parallèle, alors que ce soit sur ce sujet ou sur plein d'autres, hein, la mobilité, enfin, il y a plein de. Je pourrais vous donner des exemples, excusez-moi, je reviens sur le mien, mais quand on interdit aux gens de pouvoir circuler en voiture dans Paris et qu'on est obligé d'avoir un fauteuil roulant dans le coffre, je vois pas comment on peut se garer autrement qu'en voiture. Moi je suis désolé, je peux pas faire de vélo et je peux pas faire de trottinette. Donc on oublie. En effet, un certain nombre de franges de la population qui n'est peut-être pas, j'allais dire, euh, entre guillemets, acceptable aujourd'hui sur la photo. Moi, je pense qu'on n'a pas, en effet, mis en place. Et c'est étonnant parce que vous venez de parler de la maladie de Charcot. Je disais il y a quelques semaines qu'aujourd'hui, il y a quelques progrès. Alors, finalement, ce n'est pas la panacée, mais il suffit de taper sur Internet. Vous verrez que il y a quelques traitements qui permettent aujourd'hui de ralentir la maladie, ou en tout cas de ralentir les effets terribles de cette maladie. Je ne dis pas qu'on va la guérir, mais ça montre bien aujourd'hui que on ne sait pas de ce que demain sera fait. Charcot, je disais aussi sur les réseaux sociaux, une dame là, qui, entre guillemets, alors que généralement on dit qu'en 6 mois c'est terminé, elle a passé 5 ans merveilleux entourée avec sa famille, même si ce sont des drames. Donc on ne sait jamais ce que demain sera fait. Donc laissons discuter les patients entre eux, les patients experts, les associations de patients, les centres palliatifs, les professionnels de santé, qui soient médicaux et paramédicaux, qui sont concernés. Mettons des budgets et ouvrons des centres qui permettent de former correctement des gens qui sont dédiés à cela, qui vont avoir beaucoup d'humanité. On reviendra à peut-être quelque chose qui sera, j'allais dire, beaucoup plus digne de notre société, parce que là, on parle aujourd'hui de dignité à mourir, mais j'ai peur aujourd'hui qu'on manque de dignité à vouloir maintenir les gens en vie. Il y a dans ce que vous proposez des choses qui sont, si j'ose dire, enthousiasmantes. On a l'impression qu'il y a une ingéniosité, une solidarité, un effort à la fois de recherche, de confort et de partage qui existe entre les malades et les soignants, et que cette solidarité, cette véritable fraternité, indépendamment de ce qu'un socialiste peut en dire à la Chambre des députés, a l'air aussi d'être totalement ignorée par le législateur qui ne veut voir que l'individu et l'individu isolé. Il y a une entraide formidable. Aujourd'hui, il y a des groupes de soutien. Alors moi, je suis plus proche de certaines pathologies, mais aujourd'hui, chaque pathologie grave a quasiment son association de patients qui permet d'accéder à des informations, à des forums, à des gens qui sont, excusez-moi pour les assistantes sociales, parfois beaucoup plus formés sur cette pathologie et les possibilités pour pouvoir mettre en place des systèmes aussi bien d'aide dans les écoles. Alors j'en parle suffisamment en connaissance de cause, puisque j'ai un de mes enfants qui avait une pathologie grave et qui nécessitait des adaptations à l'école. Donc ça permet d'expliquer aux gens qu'on n'est pas tout seul. Et donc de mettre en place, et merci pour une fois les réseaux sociaux qui apportent justement ces éclairages. Il y a tellement de bonne volonté parmi les patients qui ont envie, lorsqu'ils ont trouvé un truc et astuce, de le partager auprès des autres, que on a cette possibilité de le faire. Mettons des moyens aujourd'hui pour pouvoir faciliter sur ce genre de choses. Je rappelle que ces associations ne vivent que par la générosité du public. Elles touchent très rarement des subventions publiques, mais souvent on leur oppose le fait que finalement, puisque c'est une défiscalisation que les dons permettent, c'est quasiment le public qui le finance. Et ça fait pleurer parfois quand on entend ce genre de choses. Mais voilà, je pense que écoutons un petit peu plus la base, le socle,
aussi bien de ces patients, de ces associations, de ces professionnels de santé. Mais j'ai l'impression que depuis quelques décennies, c'est surtout pas ça qu'on veut entendre, que ce soit sur ce sujet ou bien d'autres. Et je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais j'allais dire, tout ne se fait pas dans le centre de Paris. Ça serait bien que les gens s'ouvrent un petit peu les oreilles. On va nous expliquer, Vincent Varlet, que cette loi, elle concerne seulement ceux qui veulent mourir et que ceux qui veulent vivre, eux, ne seront pas inquiétés et que de toute façon, ils vont pouvoir continuer à espérer une amélioration des soins palliatifs en France, espérer de nouveaux traitements, espérer être accompagnés par des médecins et leurs familles, et que donc finalement, il n'y a pas de problème et que tout le monde devrait être content à la fin. Les chiffres ont tendance à dire l'inverse dans les pays qui ont déjà mis en place l'euthanasie. Par exemple, au Canada, c'est des chiffres qui ont été rappelés ce matin. Le Canada, lorsqu'il a fait passer ce type de loi, espérait un peu moins de 200 cas donc d'euthanasie par an. Ils sont donc, je crois, à plus de 15 000 par an, si je ne me trompe pas. On vérifiera les chiffres. En réalité, cette loi, elle ne s'adresse pas seulement à ceux qui veulent déjà mourir. En fait, elle va convaincre certaines personnes qui, dans des moments de désespoir, se sentant abandonnés, pourraient imaginer que c'est cette solution. Bah, je pense que on va ouvrir une boîte de Pandore qui est incontrôlable parce que justement le fait de ne pas donner la possibilité, en particulier à un entourage, de proposer ne serait-ce qu'une aide psychologique, puisqu'on va rapidement tomber dans la définition du délit d'entrave. Il n'y a absolument aucun équilibre dans ce projet. On va forcément avoir un dérapage. C'est évident. Alors, et ce dérapage, comment est-ce que les patients l'anticipent et surtout comment vous, en tant que médecin et chercheur, je crois que vous avez développé votre propre structure, un lab e-santé qui s'efforce d'apporter sa pierre à l'édifice du soin, de la prévention, de l'accompagnement. Comment est-ce que on peut faire pièce, je veux dire, à ce rouleau compresseur qui vient de se mettre en marche? Bah, déjà, il faudrait que le rouleau compresseur puisse ouvrir les portes, les pare-brises et les rétroviseurs pour savoir s'il y a quelqu'un autour, plutôt que d'avancer sans savoir s'il va écraser un certain nombre de gens. Donc, je pense que ces moments euh, devrait permettre, en tout cas, chez ces gens qui sont normalement considérés comme responsables, de se dire: «Tiens, il y a peut-être quelque chose qu'on a raté». Donc, ouvrons, peut-être quelques moments d'analyse en faisant venir d'autres gens que vous l'avez évoqué, ces idéologues et Dieu sait, je ne voudrais pas, dire que les gens qui ont souffert ou qui ont, été dans des moments, catastrophiques avec, leurs enfants, leurs parents, leur famille, dans des moments de souffrance. Moi, je pense que souvent, si ça s'est mal passé, c'est parce qu'il n'était pas suffisamment bien encadré. Et je le rappelle, il n'y a pas suffisamment de centres palliatifs et il y a des mouroirs aussi en France. Et on a parlé il y a quelques années de ce qui se passait dans les EHPAD. Bah, ça sera peut-être aussi un moment pour revenir sur les conditions d'encadrement et d'aide à l'ensemble de ces populations fragiles. Je reviens sur cette définition de patient fragile, parce que ce n'est pas que celui qui souffre dans sa chair, c'est aussi celui qui souffre parce qu'il est dépressif. Mm. Est-ce que l'on va demain arrêter de vendre des antidépresseurs parce on va finalement dire que c'est une entrave demain à une situation où on sait très bien que quelqu'un qui est dans un profond malaise psychologique avec une dépression massive, de toute manière, arrivera jusqu'au suicide. Est-ce qu'on va interdire ce type de médicaments? Est-ce qu'on va interdire de consulter pour des états dépressifs? Enfin, on pourrait imaginer des procès à l'américaine si on continue ce genre de, 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 de non-encadrement de n'importe quelle loi telle qu'elle est en train d'être écrite. Enfin, quand vous regardez l'ensemble des amendements qui ont été rejetés, j'ai cru à un moment que c'était le Gorafi lorsque j'ai lu ça dans la presse. Je me suis dit non, non, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a fait un blague. C'est le 1er avril, c'est pas possible autrement. Non, non, si, si, c'est ça. Un 1er Donc, avril assez écoutons, macabre.
Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, je pense qu'il suffit juste d'avoir un peu de bon sens, d'avoir un peu de réalité, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur la problématique que va se poser le pompier ou le médecin du SAMU ou le réanimateur qui va accueillir un patient aux urgences. Zut, est-ce que c'est un suicidé? Est-ce que je vais pouvoir l'accueillir ou est-ce que je vais laisser crever dans son brancard sur le côté parce que sinon j'ai un risque de me faire attaquer parce que je voulais mourir. Dieu sait si j'en ai vu des jeunes filles ou des jeunes gens qui avaient avalé un tube de n'importe quoi, ils savaient d'ailleurs même pas ce que c'était, ou qui regrettaient d'ailleurs après être passés sous le métro parce que, rappelons-le, on ne meurt pas à chaque fois qu'on se suicide. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va laisser ces gens en souffrance physique et en souffrance morale? Ben, en tout cas, non, je pense que c'est complètement illusoire. Et on aimerait bien que de temps en temps, les politiques puissent poser des questions à ceux qui se sentent concernés ou qui sont directement concernés dans leur chair ou dans leur âme. Il y a, de la part, d'une partie, du corps social, une réaction, donc ce sont les anti-validistes qui dénoncent en fait un modèle fantasmatique de la personne en bonne santé, bien insérée socialement, et en fait qui dénoncent d'une certaine manière un eugénisme, et un eugénisme doublé d'une espèce de darwinisme social. C'est-à-dire, en fait, cette loi, on l'a vu au Canada, on l'a vu en Belgique, on l'a vu en Hollande, ce sont les pauvres, les isolés, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas ou plus de famille, ceux qui n'ont pas ou peu de revenus, qui vont en profiter. Et donc, ce sont en fait les gens riches et en bonne santé qui vont cannibaliser les aides et faire en sorte que on sacrifie les inutiles pour qu'eux-mêmes puissent profiter d'une société qui est gourmande en financement et qui ils considèrent que ces financements n'ont pas à aller vers les plus pauvres. Mais en fait, vous êtes en train de raconter les vieux films d'anticipation des années 70. C'est Soleil Vert, où finalement il n'y a pas assez à manger pour la population, on mange les cadavres. C'est Dark Crystal, où il faut tuer les gens de plus de 30 ans pour qu'ils soient beaux et en bonne santé. C'est exactement ce qui se passe au Canada, hein. Donc oui, c'est une espèce de sélection et un eugénisme. Mais bon, c'est ce que l'on veut probablement. Enfin, excusez-moi, je reviens sur mon peut-être sur ma psychose de la mobilité dans les grandes villes où on oblige les gens à vouloir faire du vélo et pas pouvoir se garer. C'est du validisme, en effet, parce que on a envie d'avoir des gens qui ne sont ni vieux avec des cannes, ni malades, ni en fauteuil roulant. Voilà, derrière, on vous certifie que toutes les places qui ont été supprimées, on a laissé toutes les places PMR, on les a remplacées. Alors, on les a remplacées en sous-sol. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir une double porte de parking, puisqu'il y en a une qui se pousse et une qui se tire, avec un fauteuil roulant. C'est infernal. C'est-à-dire qu'en fait, vous condamnez certains espaces à certaines personnes parce qu'elles ne vont pas pouvoir accéder à un certain nombre de services où ça sera tellement compliqué, tellement fatigant que ça ne sera pas possible. Savez-vous combien il y a de places PMR dans un TGV? Alors, rapidement, Vincent Varlet, parce qu'il nous reste 5 secondes en réalité, on a même Ouais. déjà dépassé le temps. Non, Ouais, 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 bien alors? sûr. Alors, il y en a 2, voilà, et donc c'est un parcours du combattant pour pouvoir, dans chaque TGV, arriver avec un fauteuil roulant parce que vous avez que 2 places et qu'il faut arriver une demi-heure à l'avance et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir monter parce qu'il va falloir une rampe qui fonctionne et quelqu'un de compétent. Donc oui, je suis d'accord, il y a un problème dans notre société qui veut probablement des super valides rentables. Et on espère qu'un jour la société retrouvera le sens des priorités, qu'elle aidera donc les personnes malades et handicapées à vivre correctement parmi tous les autres, c'est valide, et puis que tout ceci, un jour on s'en réveillera et que c'était un mauvais rêve. Merci Vincent Varlet d'avoir été avec nous, vous êtes donc médecin et chercheur. On vous souhaite bon courage et puis on pourra réévoquer ce sujet avec vous peut-être prochainement. Merci beaucoup. Merci.